Le 11 août 62, King Kong contre Godzilla sort dans les salles obscures nippones. Infiniment attendu, le film réunit pour la première fois deux icônes du cinéma américain et japonais. Les deux monstres s'affrontent au sommet du mont Fuji, et les spectateurs sont en extase. À ce jour, King Kong contre Godzilla est le film ayant rapporté le plus d'argent de toute la franchise Godzilla au Japon. Au cours de ses trois sorties en 62, 70 et 77, le long métrage a écoulé 12 550 000 tickets, marquant plusieurs générations au passage. Et il est fort probable que parmi les spectateurs de la projection de 77, soient venus deux enfants, dont le destin les mènerait à créer la licence la plus lucrative de tous les temps. « 1990. Dans un petit appartement à Tokyo, deux jeunes hommes veillent tard la nuit. Ils travaillent depuis quelque temps sur un projet de jeu de monstres et imaginent à quoi pourraient ressembler l'écran de combat. Pour illustrer leurs idées, ils revisitent deux monstres géants, King Kong et Godzilla. Le premier porte une casquette et s'appelle Gorillaimo, mot valise duquel on peut extraire les termes gorilla et rime, pour rime en anglais. L'autre créature a pour nom Gojilante, intrication où deux kaijus sont au coude à coude, Godzilla et Biolante. Il faut dire qu'à l'heure où nos couche-tard travaillent sur leur projet, le film Godzilla contre Biolante vient de sortir, et l'œuvre les a sans doute motivés à opter pour ce nom. Tous deux âgés de 24 ans, les deux garçons s'appellent Satoshi Tajiri et Ken Sugimori. Satoshi Tajiri est le président du studio Game Freak qu'il a fondé le 26 avril 1989. Le second, Ken Sugimori, accompagne Tajiri depuis ses débuts en tant qu'illustrateur et chara-designer. Dans l'idée d'obtenir un financement de la part de Nintendo, ils élaborent donc un document de présentation du jeu et créent une poignée de créatures dans la foulée. À la base, on réfléchissait à un jeu où le joueur faisait combattre des kaijus. J'ai dit « Ok, je vais essayer de dessiner des kaijus dans ce cas ». Mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais dessiné de monstres comme ça dans le passé. Pour être honnête, j'étais vraiment perdu. Mais je me suis débrouillé pour créer une vingtaine ou une trentaine de designs. Le titre envisagé pour le jeu, Capsule Monsters, est une référence directe aux capsules d'invocation de monstres dans la série Ultra Seven, dont Tajiri est un grand fan. Je fais partie de la première génération qui a grandi avec les mangas et les animés. Vous savez, après Godzilla, j'étais absorbé par Ultraman à la télé ou en manga. Les versions édulcorées de Godzilla et de King Kong qu'esquisse Sugimori pour l'écran de combat viennent prouver à quel point les kaijus seront une influence majeure pour Pokémon. Et ce que le dessinateur ne sait pas encore, c'est que l'une des deux créatures qu'il a croquées va petit à petit se frayer un chemin pour devenir un Pokémon à part entière. De retour du Japon, un oncle m'avait rapporté une poignée de figurines étranges. Est-ce que c'était des Pokémon ou autre chose ? On était en l'an 2000, la deuxième génération de Pokémon n'avait pas encore débarqué sur le sol français, et rien ne me permettait de découvrir l'identité des précieux totems. J'avais bien un ami qui avait voulu faire l'intéressant et me faire croire qu'il en savait plus que moi. Ah ouais, je le connais bien celui-là, c'est Niafiti. C'est une des mascottes des nouveaux jeux avec un autre Pokémon là qui s'appelle... Pwitch. Plusieurs mois étaient passés. Les versions or et argent étaient sorties depuis 3 semaines et j'avais découvert stupéfait que les figurines qu'on m'avait offertes étaient toutes des Pokémon. Enfin, toutes sauf une. J'avais donc appris que Niafiti était en fait un farfuret, que les autres s'appelaient Snubbull et Capumin, mais impossible de mettre un nom sur la dernière. J'avais déjoué les plans de la Team Rocket, obtenu les 8 badges de Johto, vaincu la Ligue et était devenu maître Pokémon avant de découvrir qu'il était possible de retourner à Kanto. J'avais alors traversé cette région familière, collecté 8 nouveaux badges et rien.
J'avais abandonné l'idée que ma figurine soit un Pokémon, et sur les conseils du professeur Chen, j'entamais l'ascension du mont Argenté. Quand une créature m'attaqua sans prévenir. C'était ma figurine. Et elle avait un nom. Ambrilex. Les descriptions du Pokédex s'accordent sur le fait que le Pokémon vit généralement dans les grottes ou sous les montagnes. Il naît sous terre et doit se frayer un chemin à coups de mâchoire pour rejoindre ses parents à la surface. Il déteste la lumière qui l'éblouit. Une caractéristique qui renvoie au kaiju, créature des profondeurs. On peut ainsi voir à travers Ambrilex une version édulcorée et simplifiée de Godzilla. Ses formes simples et arrondies rappellent Godzilant, mais l'on pourrait voir à travers le Pokémon une référence à Minilla, le fils adoptif de Godzilla, aperçu pour la première fois dans Les Fils de Godzilla, sorti en 1967. Comme Ambrilex, l'enfant kaiju présente un design simplifié par rapport à sa version adulte, toujours bipède avec de grands yeux. Mais pour comprendre comment un Pokémon comme Ambrilex a pu voir le jour, il faut revenir en 90. En pleine réflexion sur le projet Capsule Monsters, Satoshi Tajiri et Ken Sugimori envisagent d'abord de créer un jeu confrontant des kaiju. Les croquis de l'écran de combat nous le confirment, et les premières créatures inventées par Sugimori reflètent bien cette idée. Parmi ces monstres pensés en début de projet, il y en a un que l'on peut définir comme ancêtre à la lignée d'Ambrilex. Et le plus étonnant, c'est que la bestiole est l'une des toutes premières à avoir été designée, si ce n'est la première. Sur la feuille de sprite du document de présentation consacré au projet Capsule Monsters, la créature porte le numéro 1, là où Rhinophéros se voit attribuer le numéro 0. Une question surgit. Pourquoi 0 et 1 ? Pourquoi ne pas commencer avec le numéro 1 tout simplement ? Les deux monstres ont-ils été créés en même temps ? Sugimori cite Rhinophéros, Melofé, Loclas ou Nidoking comme les premiers Pokémon à avoir été conçus. Mais ce sont surtout les premières créatures à ne pas avoir été écartées avant la sortie des jeux. Si l'on s'attarde sur l'aspect du sprite numéro 1, on remarque qu'il possède des similitudes avec le numéro 0. Une morphologie équivalente, même forme de tête, croc et griffes apparents, la partie ventrale plus claire. Le monstre a d'abord été nommé Gasu dans un premier temps, puis Gaon. Comme on peut le voir sur les archives de 92, présentant les résultats d'un vote de popularité où quelques caractères rayés marquent le changement de nom. Ici, Gaon est une onomatopée faisant référence au rugissement de Godzilla. Voilà d'ailleurs ce que pourrait avoir été le cri du monstre encapsulé. Si Gaon porte le numéro 1 sur le document de production, il est cependant ajouté à l'emplacement 31 d'index interne. Rhinophéros lui occupe le premier emplacement. Et cela laisse penser que le design de Gaon a pu être légèrement modifié avant que le monstre ne soit intégré dans les données du jeu. En tout, le kaiju de poche a fait partie des plans de Game Freak au moins jusqu'en 94, si ce n'est jusqu'en 95. On retrouve à l'emplacement 137 de l'index interne une créature qui aurait été la préévolution de Gaon. Ce petit Pokémon s'appelait Gao, un nom venant résumer le concept de la bestiole. Une version abrégée, miniaturisée de Gaon. Le mini-kaiju devait évoluer au niveau 33, et son implémentation dans les données du jeu à ce stade du développement prouve que Gaon a été envisagé un long moment au sein des jeux. Malgré tout, les créatures ne trouveront pas leur place dans les jeux de 96. La référence à Godzilla était-elle trop directe, trop explicite ? L'identité des Pokémon s'étant définie en cours de route, les développeurs auraient voulu restreindre le nombre de créatures inspirées de kaiju ? Game Freak a donc décidé d'écarter Gao et Gaon de leur plan. Mais pour combien de temps ? J'ai mis ma version argent de côté peu de temps après avoir capturé Ambrilex. J'avais voulu me confronter à Red au sommet du mont Argenté, mais rien à faire, il était beaucoup trop fort pour moi. De toute façon, il faisait beau, alors j'ai rangé ma Game Boy pour sortir mes rollers. Avec mon frère, on passait des après-midi à rouler à droite à gauche. On essayait de faire 2-3 figures, mais ça se finissait souvent avec des bleus et du mercurochrome. Un jour, un gars de ma classe nous a vu sortir en roller. Il habitait juste en face de chez moi, il a demandé s'il pouvait nous accompagner. C'était le genre de gars plutôt discret. Dans la classe, les gens disaient que c'était un geek. Je savais pas ce que ça voulait dire et je faisais pas vraiment attention à tout ça. Faut dire que j'étais un peu dans ma bulle. On s'est fait une après-midi roller tous les trois, et quand on a commencé à fatiguer, on est allé s'acheter de l'orangina et des bonbons.
on s'est trouvé un coin pour profiter de notre goûter, et on en est vite venu à parler de Pokémon. J'expliquais au gars de ma classe que j'arrivais pas, mais alors pas du tout à vaincre Red. Il m'a dit que le choix des Pokémon de son équipe n'était pas anodin, que je devais bien faire attention aux attaques que je leur apprenais, et qu'il fallait que je me renseigne sur la table des types. C'est vrai que j'avais toujours joué à Pokémon un peu comme un touriste. Mais notre échange cet après-midi-là m'a donné envie de faire les choses correctement. Sur un coup de tête, on s'est dit qu'on allait commencer une nouvelle partie en même temps. Mon nouvel ami m'a conseillé de garder l'Ombrilex que j'avais capturé étant donné qu'on ne le trouvait qu'à la fin des jeux et qu'apparemment il avait un gros potentiel. On a cloné le petit Pokémon pour qu'on en ait un chacun et on a commencé une nouvelle partie avec Ombrilex en plus du starter qu'on avait choisi. Notre objectif était de s'entraider et de progresser avant d'espérer battre Red. Et quand on y arriverait, on verrait lequel de nous deux serait le plus fort. Il a fallu une petite semaine avant que mon Ombrilex évolue. J'ai dû le monter au niveau 30 et je dois avouer que j'ai eu un peu de mal à me faire à sa nouvelle apparence. Mon petit dinosaure était devenu une sorte de cocon. Et ce n'est pas très étonnant, puisqu'en japonais, Ombrilex s'appelle Yogiras. Yo peut faire référence à Yoji, pour bébé ou enfant, mais aussi à Yosei, qui signifie larve. La traduction française occulte cette appartenance et souligne surtout l'infantilité du Pokémon, dont le nom est un mot valise regroupant les termes embryon et silex. On trouve en revanche de nouvelles références à la larve dans les traductions allemandes et anglaises, avec le nom de larvitar. Après éclosion des œufs, la larve est le premier stade de développement de certains types d'insectes. Dans la version cristal, le Pokédex met l'accent sur le développement de la lignée d'Ombrilex qui semble alors lié à celui des insectes. Né sous la terre, Ombrilex devient une nymphe en avalant assez de terre pour recouvrir une montagne. En évoluant, Ombrilex se transforme ainsi en infect, dont le nom français est un mot valise englobant les termes nymphe, insecte, mais aussi l'adjectif infect, dont on expliquera les raisons plus tard. Le stade nymphal intervient chez certains types d'insectes et se caractérise par une mue de la larve en nymphe, qui selon certaines espèces peut être protégée par un cocon. Le nom japonais d'infect, Sanagiras, renvoie au kanji Sanagi, qui désigne une chrysalide ou une pupe, deux formes de nymphes différentes selon le type d'insecte. Alors pourquoi attribuer un développement d'insectes à la lignée d'Ombrilex dont on sait que la principale inspiration se trouve chez les kaiju? C'est peut-être le moyen de s'appuyer sur une nouvelle mécanique implémentée en deuxième génération, celle des œufs. On notera surtout que ce n'est pas la première fois que l'on assiste au croisement entre kaiju et insectes dans le monde de Pokémon. C'était également le cas pour un sécateur dont la version bêta soulignait le même mélange d'influences. Après la sortie de Pokémon en 96, la Pokémania fait rage au Japon. Les prochains jeux sont annoncés dans la foulée. Et les fans meurent d'impatience. En 97, la petite équipe de Game Freak travaille sur un projet portant encore le nom de Pokémon 2. Et c'est à cette période que Ken Sugimori donne une interview au magazine Game Review Microgroup, pour le numéro du mois d'avril. En plus de sa contribution, l'illustrateur réalise la couverture de l'ouvrage. On peut alors voir deux dresseurs inconnus, une fille et un garçon, ainsi que trois monstres jamais vus auparavant, dont l'un d'entre eux semble familier. Au sein de son entretien, Sugimori revient sur ce choix. J'ai voulu créer des personnages originaux en gardant le même angle que celui utilisé dans le monde de Pokémon, dans lequel le commun des mortels coexiste avec les monstres cool et mignons. Les personnages de la couverture appartiennent donc à un monde qui s'apparente à celui des Pokémon, mais qui ne l'est pas. Les créatures figurant sur la couverture du Game Review ne semblent donc pas avoir vocation à trouver une place dans les prochains jeux. Mais plus loin lors de l'entretien, l'hôte demande à Sugimori d'où les idées lui sont venues pour créer ces monstres. Ce à quoi l'illustrateur répond : D'une réexamination et reconsidération constante des designs que j'ai pu concevoir dans le passé, peu importe à quel point ceux-ci puissent m'embarrasser. Les monstres sur la couverture du Game Review ne sortent donc pas de nulle part, et sont de l'aveu de Sugimori des créatures abandonnées, repêchées et réarrangées pour l'occasion. La dernière assertion de l'artiste japonais prouve en tout cas à quel point celui-ci peut être perfectionniste, et appuie sa tendance à revenir perpétuellement sur ses anciens designs sans vraiment les abandonner, jusqu'à trouver la bonne formule. Ainsi, la tortue sur la couverture du Game Review a été insérée dans le monde de Pokémon lors de la 5e génération. Le félin toupie, design le moins abouti parmi les trois, a sans doute servi de base à Capoeira. Quant à la dernière créature, celle qui nous intéresse, il s'agit probablement d'un redesign de Gaoun, alors précédemment mis de côté. En perfectionniste, le design qu'il a mis au point pour le Game Review va taper dans l'œil de Sugimori. Le Kara designer va faire le choix de lui apporter une touche finale et de l'intégrer dans les jeux à venir. Le monstre se verra attribuer deux préévolutions.
Sugimori designera d'abord Infect, et en tête d'offrir à la famille de monstres un développement comparable à celui des insectes, il complétera le trio avec Ambrilex, pas encore finalisé en 98, et dont on trouve un placeholder laissant deviner les intentions du Pokémon dans une ROM dont le contenu a leaké récemment. Une fois les 3 créatures finalisées, les versions or et argent ont vu leur bestiaire accueillir un trio de Pokémon pseudo-légendaires. Et c'est ainsi que le roi des monstres a fait rugir son nom dans tout Johto. Tyrannosif. Que ce soit en français, en anglais ou en allemand, on retrouve à travers l'étymologie de Tyrannosif le thème de la royauté, avec les mots tyran ou despote. Du nom original du Pokémon Bangilas, on peut extraire le terme Yaban, qui signifie barbare. L'étymologie et la stature de Tyrannosif en font ainsi le roi des monstres, et Bangilas se rapproche phonétiquement du nom de kaiju Godzilla. Sorti en 1954 au Japon, le premier film Godzilla a été remonté en 1956 à destination des États-Unis, et renommé dans la foulée Godzilla King of Monsters. Un sacre duquel Tyrannosif conserve les oripeaux jusqu'en son nom. Il faut profiter de cette étude étymologique pour noter que le terme Bangilas peut également faire référence à un autre kaiju, Anguirus, ou Anguirus en français. Que ce soit alors Godzilla ou Anguirus, les deux créatures semblent à première vue être des sortes de dinosaures géants. Et pour mieux appréhender les éléments constituant Godzilla, créature qui nous intéresse tout particulièrement ici, il faut remonter aux années 50, quand la Toho, un studio de production japonais, cherchait à réaliser un film sur les retombées de l'occupation japonaise en Indonésie. Malheureusement pour la Toho, la production du film est compromise par le gouvernement indonésien, qui décide d'annuler le tournage en raison des manifestations anti-japonaises venant faire pression. Le producteur de la Toho, Tomoyuki Tanaka, s'envole vers Jakarta pour négocier avec le gouvernement indonésien, qui reste alors campé sur ses positions. Sur le vol retour, Tanaka réfléchit alors à une idée de film impliquant des monstres géants. Le producteur a 2 bonnes raisons de croire qu'une telle idée serait fructueuse. La première, c'est que King Kong, film américain paru à l'origine en 1933, est ressorti en salle en 1952 et que ça a été un carton. L'autre raison, c'est le succès au box-office du film américain Le Monstre des Temps Perdus, datant de 1953. Le synopsis est simple. Après des tests nucléaires aux environs de l'Arctique, une imposante créature reptilienne se réveille après 100 millions d'années de sommeil sous la banquise. Elle se dirige alors vers les États-Unis, ravage Manhattan et répand un germe risquant de mener à une pandémie. Lors de son vol retour donc, Tanaka écrit un synopsis pour son film de monstres géants. Le pitch est accepté par la Toho et le travail sur le long métrage commence. Le nom choisi pour la créature est Godzilla, un alliage des termes gorilla pour gorille et Kujira pour baleine. Ainsi, la créature doit être aussi imposante qu'une baleine et puissante comme un gorille. Inspiré par King Kong et le monstre des temps perdus qui utilise le stop motion, la Toho pense d'abord à animer une pieuvre en suivant le même procédé. Mais les animateurs posent leur estimation et une telle mise en œuvre leur prendrait 7 ans. Plutôt que d'utiliser le stop motion, il est alors choisi d'animer la créature de l'intérieur, ce qui implique de créer un costume dans lequel pourrait rentrer un acteur. Et à cette époque, la majorité des gens pensaient que les dinosaures se tenaient debout. L'opportunité était toute trouvée. Les concepteurs se documentèrent sur les dinosaures dans des livres pour enfants. Godzilla se vit attribuer la tête et le bas du corps du tyrannosaure, le cou d'un iguanodon, les plaques dorsales du stégosaure et la peau d'un alligator. Le premier costume de Godzilla pesait 100 kg, et l'acteur qui devait interpréter le kaiju ne pouvait pas rester plus de 3 minutes dedans au risque de s'évanouir. La posture droite de Tyrannosif rappelle donc celle des kaiju bipèdes interprétés par des acteurs. Et des acteurs, il y en a eu, car après le film original de 1954, Godzilla a fait face à de nombreux ennemis. Et dans le même ordre d'idées, il semblerait que les membres de Game Freak aient envisagé un ennemi à Tyrannosif depuis les prémices de Capsule Monsters. En 1990, les ersatz de King Kong et Godzilla s'affrontent sur les prototypes d'un écran de combat. Et seul Godzilla semble à ce moment destiné à obtenir son interprétation made in Game Freak. Kong mis de côté, Sugimori trouve à la créature portant encore le nom de Gaoon un nouvel ennemi naturel, Omega. Sorte de dinosaure robotique, l'apparence d'Omega renvoie au kaiju Mechagodzilla, un antagoniste du roi des monstres apparaissant pour la première fois en 1974 dans le film Godzilla vs Mechagodzilla.
Mechagodzilla apparaît couvert d'une peau synthétique dans l'intention d'usurper l'identité du vrai Godzilla. Et c'est en l'attaquant que ce dernier révélera l'identité de son ennemi. Construit en titanium de l'espace, le robot peut tirer des missiles depuis ses doigts et ses genoux. Une caractéristique qu'on devine à travers le design d'Omega. Et l'idée de créer une version Game Freakienne de Mechagodzilla aura la peau dure. D'abord enlevé de l'index interne puis remplacé par Mew à l'initiative de Shigeaki Morimoto en 1996, Mechagodzilla a en quelque sorte fait son grand retour en 2012 avec le Pokéwood des versions Noire 2 et Blanche 2. Accompagné de ces Pokémon, le joueur peut tourner des films parmi lesquels ceux de la saga des Méga-monstres. Mecha Tyrannosif s'y révèle, et le dernier opus de la série met en scène une nouvelle itération du robot. Mecha Tyrannosif 2, lancé par Serizawa, un dresseur dont le nom fait référence au scientifique du film Godzilla de 1954. Le monstre de métal a également eu le droit à son apparition dans l'anime, où des références au film de Kaiju ont été disséminées. Au bout du compte, il aura fallu attendre près de 30 ans après la conception d'Omega pour que Mechagodzilla se fasse une place dans Pokémon, avec la sortie des versions épée et bouclier en 2019 et l'introduction de Duralugon. Créature des grottes et des montagnes, Duralugon se nourrit de rochers et partage donc le même habitat que Tyrannosif. Les deux Pokémon sont souvent vus en train de se battre dans les montagnes de Galar, et l'on ne peut pas s'empêcher de voir à travers leur rivalité le reflet de Godzilla et de Mechagodzilla. Nouvelle preuve que Sugimori a du mal à rester sur un échec concernant les designs qu'il a pu faire. Le moment était venu. J'avais obtenu 16 badges une nouvelle fois. Rien de très compliqué en fin de compte, mais l'adversaire que j'allais rencontrer serait bien plus coriace que tous les dresseurs que j'avais pu croiser. Je me suis avancé vers Red en repensant à ce que m'avait dit mon nouvel ami sur les types et leur importance. Je n'avais aucun Pokémon Dragon, et mon pote m'avait expliqué que c'était le meilleur de tous les types. J'avais été surpris en découvrant que mon Tyrannosif ne devenait pas un dragon. Pourquoi ce choix ? Il en avait pourtant la stature. J'ai retenu mon souffle, et j'ai engagé le combat. Le 6 et le 9 août 1945, 2 bombes sont lâchées au-dessus des villes d'Hiroshima et de Nagasaki, faisant des centaines de milliers de morts. Le 1er mars 1954, les Américains testent une bombe 1000 fois plus puissante dans l'atoll Bikini. Un bateau de pêcheurs japonais subit les retombées radioactives, une fine poussière blanche se dépose sur le navire, et les marins doivent évacuer les débris à main nue, contractant brûlures et saignements. Ils appellent cette poussière radioactive Shino-ai, les cendres de mort. En septembre de la même année, le radio-opérateur du navire meurt des suites de son exposition aux radiations et une vive polémique éclate. Le film Godzilla de 1954 s'ouvre sur un incident du même type. Les Américains conduisent des essais nucléaires dans le Pacifique. Un bateau japonais est contaminé et les essais réveillent une créature vieille de plusieurs millions d'années. Un monstre souffle atomique, Godzilla. Tomoyuki Tanaka, le producteur du long-métrage, explique que depuis le début, le thème du film, c'est la terreur de la bombe. L'humanité a créé la bombe. Et maintenant la nature va prendre sa revanche sur l'humanité. le réalisateur, Ichiro Honda, a filmé le carnage de Godzilla à Tokyo de sorte à faire écho au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Honda indique que si Godzilla avait été un simple dinosaure ou un autre animal, il aurait été tué par un tir de canon. Mais s'il est l'équivalent d'une bombe atomique, personne ne saurait quoi faire. Donc j'ai pris les caractéristiques de la bombe atomique et je les ai appliquées à Godzilla. Godzilla est noir comme la suie, couvert de rides et de boursouflures à l'image des grands brûlés d'Hiroshima. C'est une créature incontrôlable, indomptable comme les forces naturelles, et l'on va exactement de même avec Tyrannosif. Si le Pokémon est enragé, il déclenche des tremblements de terre sans précédent. Tyrannosif est si incroyablement puissant qu'il peut abattre une montagne pour y faire son nid. Ce Pokémon se promène dans les montagnes pour y trouver de nouveaux adversaires. Et c'est peut-être en raison de toute la symbolique entourant Godzilla que Tyrannosif n'est pas un dragon, mais un Pokémon de type roche-ténèbres. Les trois créatures de la lignée d'Ambrilex portent en leur nom le terme Kilai, qu'on peut traduire par haine. Un sentiment distillé à travers les diverses traductions des trois Pokémon dont les noms renferment quelque chose de mauvais. On retrouve l'adjectif infect pour le Pokémon nymphe. Quant à Tyrannosif, la créature traîne le titre de tyran, morphème à double emploi, servant également de racine à tyrannosaure. Le portrait du monstre s'achève alors sur l'adjectif nocif. En fin de compte, Godzilla a entraîné avec lui toute une vague culturelle menant à l'ère des Kaiju Eiga, le cinéma de monstres. Par la suite, les séries Tokusatsu sont nées, amenant avec elles des figures emblématiques comme Ultraman. Et si l'ombre de Godzilla plane depuis des décennies sur les productions culturelles japonaises, Pokémon n'a pas échappé à la règle.
Depuis l'écran de combat de Capsule Monsters à la création puis l'éviction de Gyaun, l'idée d'un Godzilla made in Game Freak est restée suspendue au-dessus des jeux un long moment. Certains vestiges nous le prouvent encore aujourd'hui. Dans la première génération, on peut voir d'étranges statues à l'entrée de chaque arène. Quel est ce Pokémon ? Si Tyrannosif a bien été repêché pour les versions or et argent, l'idée même de Gojilante ou de Gyaun, de ces incarnations directes et sans détour de Godzilla, on peut les retrouver aujourd'hui en lançant l'attaque clonage. Notre compagnon se substitue alors par un clone très familier. Voici devant nos yeux l'essence même de Pokémon. Une créature qui les représente tous et qui incarne le postulat de base de Capsule Monsters. Qui alors d'entre Gyaun et Rhino Féroce a été créé le premier ? Lequel est véritablement la créature originelle ? Libre à vous de juger. Au verso.